Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Nous nous étions arrêtés au chapitre 9, un chapitre un peu plus calme que les autres. On en a appris un peu plus sur la survivante, où il semblerait que ce n'était pas vraiment le même mode opératoire que pour les autres victimes. Mais écoutez, on va peut-être en apprendre plus à travers ce chapitre 10. Sans plus tarder, c'est parti. Thomas Serpetti me passa un coup de fil au moment où je m'apprêtais à me rendre chez Cybersky. Il m'annonça fièrement qu'il avait retrouvé la trace de BDSM4U sur Internet et que mon coup d'éclat au Pleasure and Pain embrasait leur conversation. Il ne me cacha pas que les esprits agités de cette bande de tarés étaient désormais braqués vers moi et que des actions allaient être entreprises sous peu. Involontairement, j'avais peut-être trouvé le meilleur moyen, certes risqué, de les approcher. Je portais sous le bras une petite peluche que j'avais commandée sur le site web d'Oursement Vôtre. Une espèce d'ours buisson au poil torsadé couleur épinard et à la mine franchement craquante. Sur l'écran de mon ordinateur, sa fribousse m'avait tout de suite plu, mais j'ignorais si le cadeau conviendrait à un enfant tout juste né. Au pire, il l'aurait pour plus tard. Cybersky vivait à Créteil, pas très loin de chez moi en définitive. Je longeais le grand parc de la Rose, pris le centre-ville, avant de gagner une impasse où je garais sans mal mon véhicule. Une vieille dame qui sortait son chien, un bâtard de chez bâtard, me tint la porte un instant et je me faufilai dans l'ouverture en direction du 2e étage. Cybersky m'ouvrit avant même que je ne frappe. « Je vous ai aperçu par la fenêtre, commissaire. »« Tu as un bébé magnifique, un David Cybersky en miniature. Et les félicitations sont de mise. » Je lui tendis la peluche buisson. « Tu mettras ça dans le berceau du petit, de ma part. »« Il ne fallait pas. Installez-vous, commissaire. » Je te préviens, on parle de tout sauf de l'affaire. Un seul mot sur ça et je te tords le cou. Tu te mettras au courant toi-même après-demain. Ce soir, je voudrais juste oublier, un peu, oublier, ne serait-ce qu'une heure. Tu m'offres une bière ? Une Ziwek ? Je veux, mon neveu. Les bières polonaises ressemblent à de la pisse de bison, mais moi, j'adore. Vous savez que la pisse de bison, c'est ce qui donne le goût à la vodka ? Sans la pisse, une vodka devient de l'alcool à pâte imbuvable. Je lui décochai un sourire franc. Je désignai son ordinateur, calé dans l'angle du salon. Des fenêtres s'ouvraient et se fermaient sur l'écran. « Que télécharges-tu » ? Des chansons au format MP3, je grave mes propres albums, c'est toujours beaucoup plus économique. « Tu fais ça nuit et jour » ? Le soir surtout, il faut bien que je passe le temps. Ça fait presque 2 mois qu'ils retiennent Laurence à l'hôpital. Dès qu'elle rentrera à la maison, tu n'auras plus le temps de t'ennuyer. J'espère bien. De retour de la cuisine, il coupa une metka et disposa des rondelles dans une petite coupelle de bois. « Vous mangez avec moi, n'est-ce pas ? Riz et courgettes farcies, ça vous tente ? » Un régal ! Suzanne en préparait de temps en temps. Chaque fois que nous remontions dans le nord, ma mère lui donnait des courgettes du jardin, des bombes à faire pâlir un artilleur. Ces semaines-là, c'était soupe de courgettes, courgettes farcies, courgettes en papillote ou à la vapeur. Cybersky jeta un œil à la fenêtre, sa Ziwek à la main. Vous vous rappelez le curé voleur de troncs d'église ? J'avalai une gorgée de travers et la mousse faillit me ressortir par les trous de nez. Oui, excellent, il m'était carrément sorti de la tête celui-là. Les mœurs nous avaient demandé de l'aide pour le violeur des églises et on avait, ou plutôt tu avais, intercepté ce type-là parce qu'il s'était enfui en courant lorsqu'il nous avait vus. Le gars déguisé en curé pillait les troncs d'église. Il grappillait à peine 200 francs à chaque fois pour faire vivre sa famille. Le pauvre type tombait au mauvais endroit au mauvais moment. Mais pourquoi donc me parles-tu de lui ? Il s'envoya le reste de sa bière polonaise sans scier. Ce gars-là, le pilleur de troncs d'église, c'est mon voisin depuis la semaine dernière. Il vient d'emménager avec sa femme et ses 2 enfants. Tu rigoles ? Il est pâtre en bâtiment. Et il t'a reconnu ? Le lieutenant apporta un pack de 6 Ziwek fraîches et m'en proposa une nouvelle avant de se servir lui-même. J'avais avalé la moitié de la metka et mon cholestérol devait monter en flèche. Cybersky continua. Plutôt 2 fois qu'une, vous auriez vu le regard terrorisé qu'il m'a lancé. Somme toute, c'était quand même un brave type, mais la loi n'a pas d'état d'âme et nous représentons la loi. Cybersky envoya une nouvelle œillade au travers du rideau. Dites-moi, commissaire, vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été suivi avant d'arriver ici ? Je posai ma bière sur la table basse et glissai jusqu'à lui. Fais voir. Cybersky bascula sur le côté tout en parlant. Le gars dans la voiture au bout de l'impasse, je l'ai vu arriver en même temps que vous. Il vous a suivi tout à l'heure, puis est resté en bas un moment avant de retourner dans sa voiture. Il vous attend. Qu'est-ce qu'il veut ?
Tu arrives à lire le numéro de la plaque? Non, pas d'ici, mais attendez, j'ai une paire de jumelles dans la chambre. Lorsqu'il réapparut, il ne restait de la Ziwek qu'il avait emporté que la canette vide. Note le numéro, m'enflammai-je. 2185 AYG 92. Donnez-moi les jumelles. Je lui tendis. J'ai bien fait de vérifier, vos yeux vous jouent des tours, c'est 2186 et non pas 2185. 2186 AYG 92. Un lien avec l'affaire? Disons que j'ai mis les pieds là où il ne fallait pas. Tu te souviens du tatouage sur GAD, BDSM for You? Bien sûr. C'est une société secrète composée d'espèces de tarés de la douleur, une sorte de secte qui expérimente ses trouvailles sur des animaux ou des clochards. Cybersky se bascula contre le mur. Le tueur en ferait partie? Peut-être, mais il a moyen de sortir ailleurs que par le hall d'entrée, je compte bien les cueillir sur place. On peut appeler des renforts, non? Pour quel motif? Interpellation d'un suspect dans l'affaire. Tu penses? Non, il faut que je règle ça en tête-à-tête avec lui. J'ai ma petite idée pour lui faire cracher le morceau. Une idée à la couleur de votre poing. Exactement. Alors, comment sort-on sans être vu? Il faut monter sur le toit et passer à l'arrière par l'escalier de sécurité. Vous croyez qu'il est armé? Tu as déjà vu une abeille sans dard? Bien sûr que oui, il est armé. Un croissant de lune nimbait d'argent les toits des appartements voisins. La température avait bien chuté depuis la semaine précédente et le vent frais venu du nord me glaçait le visage. L'escalier de métal à colimaçon nous déposa au rez-de-chaussée et nous longeâmes, dos courbé, une rangée de haies qui nous amena à une vingtaine de mètres du véhicule. Au travers des feuillages, on distinguait dans les nuances étamées de la nuit l'ombre du type qui gardait, semblait-il, un œil rivé vers les appartements. Il avait pris soin de se garer au bout de l'impasse, prêt pour la filature, à l'abri des lueurs franches des lampadaires qui éclaboussaient le bitume. « On ne peut plus avancer, » murmura Cybersky. « Pour l'atteindre, il faudrait sauter par-dessus la haie et se mettre à découvert. » Une grande grille perpendiculaire aux haies nous empêchait d'aller plus loin, impossible d'approcher sans se faire repérer. « Il faudrait le forcer à sortir. Tu as une solution ?» Cybersky posa un genou dans l'herbe, genre position du tireur d'élite avant de secouer la tête. « Ah non, je ne vois pas. » Merde, bon, on ne prend pas de risque, on remonte. On va le laisser mijoter. Allons manger ces courgettes farcies, j'en ai l'eau à la bouche. Mais, ne discute pas. Je l'attendrai de pied ferme ce soir chez moi. Le temps de cuisson idéal pour le pâté de merle est de 3 heures. D'ailleurs, quand on veut s'assurer que la cuisson est terminée, on plante une aiguille dans le pâté qui doit ressortir net. Le type dans la voiture devait être aussi moelleux qu'un bon pâté de merle. L'interminable attente avait certainement porté ses nerfs à fleur de peau, ce qui, psychologiquement, me donnait un avantage sur lui. Je repris donc la route aux alentours d'1 heure du matin. Côté discrétion, mon poursuivant assurait remarquablement bien, le pinceau de ses phares ne se reflétant que rarement dans mon rétroviseur. Pour ne pas changer mes habitudes, je rentrai ma voiture au sous-sol. La porte électronique du garage contraignit le poursuivant à rester à l'extérieur. À peine garé, je me ruai vers l'entrée puis dans l'ascenseur. Une fois dans mon appartement, je défis le lit et glissai des oreillers sous les draps en moulant la forme d'un corps. Rapidement, j'en vins à me demander si je n'aurais pas mieux fait d'appeler du renfort, d'intercepter le type et de l'emmener pour un interrogatoire. Mais cet interrogatoire-là, je voulais le conduire moi-même, ici, loin des lois, dans l'intimité de mon Glock pointé sur sa tempe. Comme de coutume, je fermai la porte à clé pour éviter d'attirer les soupçons, pris une chaise que je plaquai contre le mur dans le coin de ma chambre et attendis, l'oreille tendue, que l'abruti tombât dans mes filets. Poupette me dardait son triste regard d'acier, certainement mécontente de ne pas parader en clôture de soirée. Le tour d'honneur serait pour plus tard. Après 1 heure d'attente, je me surpris à parler avec la locomotive. 3 heures du matin, peut-être s'attelait-il juste à l'exercice de filature? Peut-être l'intervention serait-elle pour plus tard, à un moment où je ne m'y attendrais pas? Le tic-tac amer de l'horloge dans le hall d'entrée me tapait sur le système. Au travers des persiennes à demi baissées, des raies de lumière artificielle projetaient des cicatrices sur les murs de ma chambre, de notre chambre. Un voile de brume se posait sur mes rétimes, et j'en vins à me demander si je ne rêvais pas ou si la fatigue n'allait pas m'emporter dans son traîneau d'argent. Lorsque la sonnerie de mon portable déchira la toile tendue du silence, je crus que les battements de mon cœur allaient me crever la poitrine. Je sautai sur l'appareil et, à l'autre bout de la ligne, je n'entendis qu'un râle étranglé. L'écran à cristaux liquides indiquait le nom de Cybersky. « Cybersky, qu'est-ce qui se passe? Parle, mon Dieu !» Souffle taraudé au bout du fil, puis plus rien. Je composais le numéro du SAMU tout en me propulsant dans l'ascenseur. Jamais de toute ma vie je ne mis si peu de temps pour parcourir 15 km en banlieue parisienne. J'ignorais les feux tricolores, les lignes blanches, les panneaux de signalisation. La phrase prononcée par la femme de Cybersky trottait dans ma tête et je priais.
Je priais de tout mon soul pour que « Prenez soin de lui, nous formons une famille. Prenez soin de lui, nous formons une famille. » Lumière éteinte dans son appartement au second. Je chevauchais les volets de marche dans un rythme à m'éclater les artères et les poumons. L'ambulance n'était pas encore arrivée. Aucun verrou ne retenait la porte. Alors, j'ouvris d'un coup sec. D'un mouvement circulaire de Glock, je balayai l'entrée, me précipitai dans la cuisine puis dans la chambre. Je le découvris, gisant sur le sol, sa main ensanglantée repliée autour de son téléphone portable. Des bulles de salive s'écoulaient de sa bouche ouverte, ses pupilles fixaient le plafond. Je ne sus pas qui remercier lorsque je perçis la palpitation de son cœur au bout de mes doigts. Pouls régulier, respiration cadencée. Je glissai doucement une main derrière sa nuque et un filet de sang s'évada de sa narine droite. Il l'avait arrangé au point de rendre son visage quasi méconnaissable, mais il l'avait laissé en vie, de plein gré. Je retournai son armoire à pharmacie, accrochée dans les toilettes, et en extrayai de l'eau oxygénée, du daquin, des bandages. L'odeur de l'antiseptique le fit revenir à lui. « N'essaie pas de parler, lui ordonnai-je. Les secours vont arriver dans quelques instants. » Je lui passai de l'eau fraîche sur le front. « Ça va aller. » 3 hommes, blousons siglés SAMU, se présentèrent 5 minutes après. « Il est salement amoché, leur annonçai-je, mais il est en vie. » L'un d'entre eux posa un masque à oxygène sur le visage et ballonna. La gorge est gonflée, mais ça passe. Pouls de 81, TA de 12,8. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est fait agresser. Cybersky m'agrippa le poignet, chassa le masque de l'autre main et souffla. « 2. Ils m'ont surpris, dans mon sommeil. Pas vu leur visage. Des cagoules noires. Donnez-moi quelque chose. J'ai mal. La mâchoire. »« En route !» lança un urgentiste. En sortant, j'appelai le commissariat local tout en examinant la serrure. Rien n'avait été forcé. J'obtins la permission de m'installer à ses côtés à l'arrière du véhicule pour accompagner Cybersky à l'hôpital. « Qu'est-ce que ces gars voulaient? Pourquoi l'agression? Des voleurs ?» Il articulait difficilement au travers de ses lèvres boursouflées, mais les sons sortaient audibles. « Ils m'ont demandé pourquoi on venait mettre le nez dans leurs affaires. C'était un avertissement. J'ai peur, commissaire. J'ai peur pour ma femme et mon fils. » Les pulsations cardiaques indiquèrent le nombre de 150 sur l'électrocardiogramme. Le médecin me fit signe d'y aller doucement. « Que t'ont-ils dit d'autre ?»« Rien. Je leur ai demandé s'ils savaient que les bisons pissent sur l'herbe à vodka. » Il m'adressa un sourire empourpré du sang des gencives. « Alors, ils m'ont salement amoché. »« Tu as pu remarquer quelque chose ?» Il faisait noir et ils m'envoyaient le faisceau de leur lampe dans les yeux. « Comment sont-ils entrés chez toi ?»« Pas fermer la porte à clé après votre départ. » Il me prit la main et la serra avec le peu de force qui lui restait. « Ne dites rien à ma femme, pas cette nuit. Laissez-la dormir en paix avec le petit Charlie. » Prenez soin de lui, nous formons une famille. Prenez soin de lui, nous formons une famille. Je te le promets, j'irai la voir demain matin. Il finit par fermer les yeux, laissant les sédatifs légers l'emmener loin de ce monde pourri. Les radiographies ne révélèrent aucune fracture. Le nez avait tenu le choc, l'os ayant déjà été brisé dans la jeunesse du lieutenant. Seule la mâchoire inférieure avait réellement morflé, avec 2 dents cassées et des gencives dans un sale état. Une fois hors de la salle de suture, il fut placé dans une chambre particulière et je tuai la nuit à ses côtés, bouillonnant de haine. La tâche d'annoncer la nouvelle à sa femme ne s'avérait pas des plus simples, mais je tenais à le faire moi-même. Quand je pénétrai dans la chambre de maternité à 7 heures du matin, elle comprit sur le champ. Elle s'embrasa de pleurs, envisageant le pire d'emblée. Le bébé frémit, puis se rendormit calmement dans son petit lit à roulettes, aux côtés de sa mère. Instinctivement, il se mit à téter. « David va bien, ne vous mettez pas dans cet état. »« Il a été agressé cette nuit à votre domicile. On l'a emmené aux urgences et à présent il est réveillé. Je vous laisse le soin de vous préparer et je vous conduis à lui. Il se repose dans l'aile des soins intensifs. Vous pouvez prendre le petit avec. Son père sera heureux de le voir. » Elle ne m'adressa qu'un mot sur un ton qui aurait fendu en deux un iceberg. « Pourquoi ?»« C'est une longue histoire. Je vous raconterai dès que vous serez habillé. » Chapitre 11. À présent, il me fallait des réponses, et vite. Au 36, je fonçais dans le bureau de délai, l'inspecteur à qui j'avais demandé de disséquer le listing des étudiants de l'enseignante agressée. De toute évidence, il n'avait, lui non plus, pas fermé l'œil de la nuit. Suite à ma requête, Rémi Foulon, le patron de l'OCDIP, lui avait laissé libre accès aux fichiers des abonnés téléphoniques.
Commissaire, j'ai fini il y a à peine une demi-heure. 470 élèves, 470 recherches dans le fichier. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Sur les 470 élèves, 272 possèdent une ligne Internet classique, 105 une ligne au débit. On aurait dû s'en douter puisque l'école dispense les nouvelles technologies. Bon sang, si l'on ne compte que les garçons, ça nous ramène à combien ? Il n'y a que 54 filles en tout pour tout et à l'ESMP, je n'ai pas fait de distinction, mais ça ne doit pas enlever grand-chose. Nous ne sommes pas très avancés, n'est-ce pas ? Tu as regardé aussi par rapport à la localisation géographique ? Quels sont ceux qui habitent dans le coin de Violaine ? Et je n'ai pas eu le temps. Continue alors, il faut en éliminer le plus possible, ou on ne s'en sortira pas. Après, tu passeras à la piscine de Villeneuve-Saint-Georges, interroge le personnel, vois s'ils ont la liste de leurs abonnés stockée informatiquement quelque part, et recoupe les informations. L'agresseur fait forcément partie de l'environnement quotidien de Violaine. Ah, autre chose, tu photocopies le listing des étudiants et tu le distribues à Jumont, Picard et Flamand. Tu me sors la liste des bibliothèques situées dans le quartier de l'école d'électronique et tu y envoies les inspecteurs. Qu'ils vérifient si ces étudiants n'y disposent pas de carte d'abonnement et, au cas où, qu'ils épluchent leur lecture. Comme dit Williams, l'agresseur a forcément puisé son aspiration quelque part. Bien compris ? Ok, commissaire, mais pour ce genre de boulot, mieux vaudrait le listing informatique plutôt que le listing papier. J'ai un logiciel de comparaison de fichiers et comme les bibliothèques sont équipées informatiquement, ce serait quasiment instantané pour la comparaison et pour savoir qui a emprunté quoi. Très bien, je vais donner un coup de fil à l'école pour qu'il t'envoie le fichier par mail. Dites, je peux quand même rentrer chez moi me changer, je sens le merlan pas frais. Fais d'abord ce que je te dis, après t'auras tout le loisir de rentrer chez toi. Le gérant de l'agence de location s'emplissait la panse de chips au moment où j'arrivais. Il dissimula maladroitement le paquet sous son bureau comme un gosse. Je posai ma carte devant moi, entre ses mains grasses. J'ai 2 petites questions à vous poser. Quelqu'un a loué chez vous une voiture immatriculée 2186 AYG 92. J'aimerais que vous me disiez de qui il s'agit. 1 minute. Clic de souris, battement du disque dur et résultat. Un certain Jean Moulin. Ben voyons. Vous demandez une pièce d'identité lorsque vous louez une voiture. Bien entendu, le permis de conduire. C'est la moindre des choses pour conduire une voiture, non ? Je fais toujours la photocopie. Montrez-moi. Il fouilla dans la bannette. Le client a souhaité reprendre sa photocopie une fois qu'il m'a restitué le véhicule. J'ai l'habitude de ce genre de demande, alors par prudence, je fais toujours 2 photocopies. J'aime garder une trace de mes clients. Ça trouve toujours son utilité. Il me tendit la photocopie couleur, puis picora du bout des doigts les miettes de chips semées sur son pull. Quand vous a-t-il rapporté la voiture ? Ce matin. Attendez, je passe un coup de fil. Après avoir raccroché, je balançai la photocopie sur la table. Il vous a montré un faux permis de conduire. Comment ça ? Le numéro sur 12 chiffres indiqué au bas du permis n'existe pas dans le fichier. Merde. Comme vous dites. Le permis est peut-être faux, mais la photo c'est bien la sienne et récente en plus. C'est la seule chose que je regarde quand on me présente un permis et j'ai l'œil. Oui, vous avez un sacré œil. Il vous a réglé de quelle façon ? En liquide. Évidemment. Je peux voir la voiture ? Ça va être difficile, un client vient de la louer il y a tout juste 1 heure. Retour du véhicule à la fin de la semaine. Les forces de la malchance s'étaient liguées contre moi. À jour sans, comme on dit. Pas tout à fait. Je possédais la photo, mon arme dans son holster et je savais à qui aller rendre une petite visite. Des élans rageurs me faisaient avancer à l'intuition, reléguant la réflexion au second plan. Si Suzanne s'accrochait encore à la vie, son temps était compté et je devais donc agir vite, même au prix du sang. Lorsque la trappe du Pleasure and Pain grinça, je fourrai le bras dans l'encadrement, attrapai la nuque de face de cuir d'une main, lui collant de l'autre le canon de mon Glock dans la narine droite. Sans son masque, j'avais, devant moi, le regard chargé de surprise d'un monsieur tout-le-monde. « Fais le malin, face de paix, je t'explose la cervelle. Tu ouvres maintenant et ne bouge pas la tête. » Il s'exécuta et dès que le verrou fut ôté, j'envoyai un coup de pied monumental dans la porte dont le battant lui percuta d'abord le nez, puis le front. La chatte, qui rangeait des bouteilles derrière son bar, leva les mains. Elle miaula. « Qu'est-ce que tu nous veux, Coco ? On n'est pas ouvert, tu sais ? Tu fermes ta gueule !» J'attrapais face de cuir par l'encolure de son pull au vert et lui plaquai la joue contre le bar. « Qui a envoyé ces types ? Va te faire foutre !» Je lui levai la tête par les cheveux et la fracassai contre le zinc 2 fois de suite. L'arcade sourcilière s'ouvrit comme un fruit trop mûr. « Je dois répéter ?» La chatte tenta de me casser une bouteille sur le crâne, mais avant qu'elle n'abattît son bras, j'explosai le litre de gin d'une balle.
Elle tressaillit lorsque je pointais le canon contre son front. Je jetai la photocopie du permis de conduire sur le comptoir devant les yeux hagards et désormais franchement moins malin de face de cuir. « Je te laisse 10 secondes pour me dire de qui il s'agit. Après, je flingue la pute. »« Tu le feras pas, tu le feras pas !» Mon coup de crosse lui cassa dedans. « Putain, t'es un taré !» hurla la fille. « 5 secondes !»« Faut lui la paix, laisse mon mec, enculé !»« 3 secondes !»« C'est bon !» céda-t-elle d'une voix sertie de colère. « Ferme ta gueule, il ne le fera pas, je te dis !» beugla le gros teint au postillonnant des gouttes de sang. Elle gloussa. « Je ne connais pas le nom de ce type, mais je sais qu'il vient ici presque tous les soirs, alors maintenant tu te casses, ok ?»« À quelle heure ?»« Je sais pas moi, bordel, il se pointe vers 23h. » Je renforçai mon étreinte sur le cou de face de cuir. Il respirait comme un taureau. Tout en maintenant ma clé d'immobilisation, je dis « Parle-moi de BDSM for you !» Son teint de lait caillé devient blanc cadavre. Je lui passai les menottes et flanquai sa charpente graisseuse dans un coin. Dans son mouvement de chute, il se cognait à la tête contre un mur. « Fils de pute !» cracha-t-il. « Parle !» lançai-je à Miss Latex. « Connais pas. » Je me dirigeai vers face de cuir. « On recommence le jeu ?»« C'est la vérité, personne ne les connaît, ils n'existent pas. » Les types qui ont agressé mon collègue étaient pourtant bien réels. « On n'est pas mêlés à ça, » bava-t-il. « On veut pas d'emmerde. Ces tarés-là, moins on en parle, mieux on se porte. »« Il ne te ment pas, » ajouta la chatte. « Il ne faut pas jouer avec eux. Ils sont puissants, nulle part et partout à la fois. On ne sait absolument rien. On a un commerce, nous, ici. Alors, nous fous pas dans la merde. »« Mets-toi à poil et toi aussi !» ordonnai-je en assistant mes propos de rapides mouvements de Glock. « Et je fais comment avec les menottes, tête de nœud ?» Je lui ôtai ses entraves. Ils obtempérèrent, trouvant encore le moyen de prendre du plaisir dans l'acte. La chatte éprouva toutes les difficultés pour se débarrasser de sa seconde peau, pire qu'un serpent qui mue. Les deux corps dénudés présentaient des tatouages sur le corps, mais pas de traces de BDSM for you. « C'est bon, rhabillez-vous !» Je m'adressai à face de cuir. « Dis-moi, c'est bien toi qui nous as poursuivis, Fripette et moi, l'autre nuit. »« Exact, mais il fallait pas paniquer comme ça, c'est juste pour te faire peur. On n'aime pas les intrus ici, encore moins ceux qui fouinent. »« Rends-moi mes papiers. » « Quel papier ?» Je brandis ma crosse. Il hurla les deux mains devant le visage. « Je te promets, je n'ai pas les papiers. » Il se replia en boule sur le sol. « Je les ai pas, tes papiers, bordel !»« Lève-toi, c'est bon. » Il me parut sincère. Après tout, ces deux-là n'étaient que des commerçants du sexe. Par pure curiosité, je leur posai la question. « Pourquoi vous faites ça, ce bar, ces backrooms sordides ?» La fille vint poser une serviette humide sur l'arcade de celui qui semblait être son compagnon. Eh, pour le fric, mon gars, tu peux pas imaginer le blé qu'on se fait avec tous ces tarés. Nous, on joue le jeu, c'est tout, mais ça reste uniquement une question de blé. Eux, ils prennent à pied fou quand ils viennent d'ici, et tous autant qu'ils sont, maîtres et esclaves. Où est le problème ? Je risque de venir faire un petit tour cette nuit, pas d'embrouille surtout. J'espère que notre ami commun sera là, parce que dans le cas contraire, je crois que je vais vraiment m'énerver. Faudra que tu règles tes affaires dehors, répliqua la femme. T'entres pas ici, on ne veut pas d'emmerde, alors planque-toi dans la rue, fais ce que tu veux, mais t'entres plus ici, ok ? On ferme notre gueule. Le type viendra ce soir, t'as la photo, tu lui tombes dessus avant qu'il n'entre, mais tu ne nous mets pas de boxon. Ça te va comme deal ? Bon, ça me paraît honnête. Ne me mettez pas de bâton dans les roues, ou alors je reviendrai et ça pourrait faire très mal. Je disparus en claquant la porte derrière moi. Je profitais de l'heure du midi pour avaler rapidement un club sandwich installé dans le vieux fauteuil de cuir qui traînait dans un coin de mon bureau. Je l'avais acheté à une brocante et son état de vétusté avait provoqué les foudres de Suzanne qui avait refusé que j'installe un labour-fesse dans le salon. Du coup, il avait fini ici, à mes côtés, dans ce bâtiment aussi vieux que le siècle passé. Mon esprit s'apprêtait à voguer sur les flots bleus du sommeil quand Combès entra, les coudes calés dans les béquilles. « Alors, tu t'habitues ?» lui demandai-je en désignant les béquilles d'un coup de tête. Il faut bien, à chaque fois que je me déplace, j'ai l'air d'un type qui a envie de pisser à mort, mais qui ne peut pas. Il tendit un sourire qui s'estompa aussitôt. Je viens en rapport. Tiens, prends ma place. Si je m'assieds là-dedans, je pourrais jamais me relever, constata-t-il avec justesse. On dirait une trappe à souris en cuir. Ça va aller, je reste debout. Vous avez l'air dans un état pire que le mien. Les poches sous vos yeux ressemblent aux sacoches du vélo de ma mère. Il posa son fessier sur mon bureau. Concernant Compiègne, tout a cramé. Il ne reste qu'un tas de cendres. On n'a retrouvé que les eaux carbonisées de votre voisine. Rien n'est exploitable. Seule la cave a été épargnée avec toutes ces bêtes empaillées. Par contre, le safety est enfin sur une piste. Raconte.
Les webcams étaient reliées à une ligne téléphonique. À partir de là, ils ont remonté jusqu'au fournisseur d'accès de ma rivale. Elle y a hébergé son site. Via la ligne téléphonique, les images des webcams étaient déposées sur Internet. Tu as pu aller sur le site ? Vous vous doutez bien, c'est une page personnelle qu'on... Je l'interrompis et me dirigeai vers mon ordinateur portable. Montre-moi ! Il tapa http://10.56.52.14/private. Une page se dessina à l'écran avec des liens, des encarts de texte, de petites animations. Crombez reprit. Chaque lien représente l'une des pièces de sa maison. Bien entendu, cela ne fonctionne plus puisque le courant a été coupé. Par conséquent, le flux d'images de son domicile vers le fournisseur d'accès a été interrompu. Le site dispose aussi d'un forum, d'un chat où les internautes peuvent dialoguer en direct et de diverses pages personnelles où ma rivale exposait ses idées et postait des messages. Je cliquais aux endroits qu'il m'indiquait. Il poursuivit. Ma rivale n'était pas boulimique, comme l'avait annoncé Dead Alive, mais elle se nourrissait extrêmement mal, que des trucs gras ou sucrés qui font qu'elle grossissait régulièrement. Voici une photo d'elle il y a moins d'1 an. Il me prit la souris des mains et cliqua sur une icône. Une autre fenêtre s'ouvrit. Mes yeux s'écarquillèrent. Sainte Marie, mais elle devait bien peser 93 kilos exactement. Elle a indiqué dans le texte sous la photo. Difficile à comparer avec le squelette retrouvé dans l'abattoir, à peine plus lourd qu'un sac de pommes de terre. Vous imaginez l'énergie déployée par le tueur pour la maintenir en vie plus de 50 jours? Pour la maigrir à ce point en la nettoyant régulièrement, l'hydratant au strict minimum? Sans oublier que cela ne l'a pas empêché de s'occuper de Prieur. Le dernier fichier transmis sur le serveur web date exactement de 54 jours, date probable de l'enlèvement. Il ferma la fenêtre, tapa une autre adresse dans le navigateur principal, y saisit un identifiant et un mot de passe à l'invite, il poursuivit. Et maintenant, voici sa boîte aux lettres. Tu as l'air de t'y connaître autant que Cybersky, je ne suis plus dans l'air du temps ou quoi? Mon frère a toujours été un mordu d'informatique. Lorsque nous étions à la maison, plus jeune, il m'a appris pas mal de choses. Disons que je me débrouille et que je suis abonné à quelques revues. Voilà, tous les messages qu'elle n'a pas supprimés sont là. J'en ai lu un paquet et devinez qui se distingue dans son carnet d'adresses? Prieur? Exactement. martine.prieur@octogone.com. De quoi discutait-elle? À votre avis? Sadomasochisme? Dans le mille, torture sexuelle, ligotage, fétichisme, bref, toute la panoplie de la parfaite dominatrice. D'après ce que j'ai pu lire, toutes les deux entretenaient des relations purement virtuelles avec de nombreux partenaires. L'ère moderne de l'Internet, quoi. Il dirigea la petite flèche de la souris vers le dossier personnel, puis contact. Une liste sans fin de pseudonymes se déroula. Voilà tout le beau monde avec qui elle discutait. Des relations purement fantasmagoriques. Avec ses webcams, elle rendait apparemment ces types fous. Ils devaient se branler en masse devant leurs ordinateurs à chaque fois qu'elle se mettait à poil en dépit de son poids. Les propos échangés sont obscènes. Elle parle aussi très longuement des tortures infligées à ces animaux que nous avons retrouvés à la cave. Vous aviez vu juste, commissaire. Sur quel point? Et ma rivale n'était pas une sainte. Je déplaçais le curseur qui se transformait en petite main chaque fois que je survolais un message. Tu crois que le tueur pourrait faire partie de ces types? Possible, en tout cas ce site a dû fortement l'aider pour préparer son coup. Comment mieux connaître les habitudes d'une femme qu'en l'observant jour et nuit par caméra interposée? Il piégeait ses victimes en se servant de la toile. Il connaissait les secrets de leur vie, de leur fréquentation, de leur planning. Peut-être avait-il entretenu des relations purement virtuelles avec Gad, Prieur, ma rivale. Il avait obtenu d'elle des aveux, d'intimes confessions, et il les avait ensuite punis parce qu'elle vivait dans le péché, dans la déchéance, dans un monde sali par le regard d'autrui. L'homme sans visage ne supportait pas le vice, alors il l'appliquait lui-même pour sanctionner son prochain. Comme un justicier, il les torturait, les tuait, puis effaçait les données de son ordinateur pour gommer les traces. Je me décrochais du fer chaud de mes pensées et dictais à Crombez. Il va falloir que tu m'épluches ces messages au microscope. Je vais essayer d'en lire un maximum aussi, mais j'ai quelques affaires à régler auparavant. Colle 2 ou 3 personnes dessus. Très bien, mais le safety est déjà très actif. Ils doivent récupérer le disque dur chez l'hébergeur pour analyser toutes les données qu'il contient. Ok, nous avançons enfin. A-t-on relevé des marques à l'endroit où était embusquée la voiture? Oui, les empreintes ont été moulées puis remontées au labo. Dessin et largeur des pneus classiques, aucune trace de peinture relevée dans les environs. Et au fait, il y avait bien une petite route qui menait directement à la demeure, mais nous sommes arrivés par l'autre côté. Le mauvais. Désolé pour vos chaussures. Bah, laisse tomber. Tu as interrogé les parents ou l'entourage de ma rivale?
Crombez agita son bras engourdi et fit rouler sa tête pour détendre les muscles de son cou. Elle n'avait pas beaucoup de famille. Sa mère n'a pas voulu s'occuper d'elle à la naissance et son père a fichu le camp. Alors, ce sont ses grands-parents qui ont pris le relais. Mais les vieux ne la voyaient plus beaucoup. Marival était une femme très renfermée et solitaire. Petite, elle restait souvent cloîtrée dans sa chambre à disséquer des insectes, raconte le patriarche. Elle avait toujours voulu faire médecine. Et pourquoi elle n'est pas allée au bout ? Ses résultats, elle était incapable d'apprendre. Elle a tenu 3 ans parce qu'elle obtenait de bonnes notes lors des travaux pratiques, probablement aidée par Prieur. Quand Prieur a fichu le camp, ses notes sont devenues catastrophiques. Alors, son grand-père a pris sa pré-retraite pour lui laisser sa place dans cet endroit maudit. L'histoire à présent se fondait dans un moule logique. Élisabeth avait raison. Le tueur retrouvait, grâce à Internet, celle qui propageait la douleur et leur infligeait le même sort. Sous l'égide de Dieu. Je songeais aussi à Julie Violaine, l'enseignante, qui débarquait au milieu de ce beau merdier comme un cheveu sur la soupe. Quel rôle pouvait-elle bien tenir dans l'histoire ? Une fille à l'apparence nunuche, ne disposant même pas d'un accès à Internet. Loin, si loin, de Prieur ou de Gade. Mon portable vibra, je décrochais. « Tu penses à moi, mon ami ?» Je me ruais derrière mon bureau, récupérais un dictaphone dans mon tiroir et le déclenchais aussitôt, tandis que Crombez s'approchait de moi et tendait l'oreille. Je lui fis signe de déguerpir et je fermai la porte. « Qu'est-ce que t'as fait à ma femme ?» Voix de vieil homme défilant au ralenti. « Je vois que tu as bien reçu mon petit message dans le parking. Tu es très perspicace. Dis-moi si elle est toujours en vie. » C'est moi qui donne les ordres, fils de pute. Ne me dicte pas ce que je dois faire. Dis-moi juste. Il raccrocha. Merde. L'envie me prit de projeter mon portable sur le mur, mais je me retins au dernier moment. Avais-je bousillé les chances qu'il m'appelle à nouveau ? Je me mis à user le parquet d'allers et retours silencieux durant lesquels, j'en étais persuadé, ma tension nerveuse aurait explosé n'importe quel tensiomètre. Je devais adopter une approche différente. Il souhaitait parler, mais uniquement de ce qu'il avait décidé. Il fallait lui donner cette impression de domination qu'il souhaitait ressentir. Chaque mot, chaque phrase, sa façon de communiquer, ses intonations, même au travers du truqueur de voix, constituaient des indices importants. Le temps s'écoula, un millénaire, avant que la sonnerie ne me percutât à nouveau le tympan. Estime-toi heureux que je te rappelle. Encore un coup comme ça, et tu n'entendras parler de moi que par cadavres interposés. Compris ? J'ai compris. Encore une fois, nos chemins, nos destins se sont croisés, avec une légère amance pour moi cependant. Comment se fait-il que tu arrives toujours derrière ? Je ne sais pas. Il y a bien un jour où nous allons enfin nous rencontrer. Mais moi, je t'ai déjà rencontré. Tu aurais déjà oublié l'abattoir ? Non, bien sûr que non. Je voudrais juste te voir en face de moi, en chair et en os, découvrir ton vrai visage, découvrir qui tu es réellement, découvrir qui se cache derrière ces actes abominables. Son de canard enroué. Abominable ? Et c'est moi que tu traites de bourreau ? Qui es-tu pour oser me dire ça à moi ? Pour qui te prends-tu ? Je suis celui qui te traque, celui qui va hanter tes nuits jusqu'à la fin des temps. Je ne te lâcherai jamais. Je ne sais pas qui hante les nuits de l'autre, mais je dois t'avouer que je n'ai pas beaucoup pensé à toi ces derniers temps. J'étais un peu occupé, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas. Explique-moi. Cesse de faire le malin. Tu en as pensé quoi du coup de la vieille noire ? Pas mal, non ? J'ai compris pourquoi cette femme te faisait si peur, mais cette fois, c'est toi qui es arrivé trop tard. Percée de silence, frange d'hésitation, changement de voix, plus grave, un pavé qui coule. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Tu lui as découpé le cerveau parce que tu ne comprenais pas l'origine de sa connaissance. Qu'espérais-tu découvrir à l'intérieur de son crâne ? Une explication ? C'est moi qui pose des questions. Que sais-tu que j'ignore ? Beaucoup de choses. Parle-moi de ma femme et je te dirai ce que tu veux entendre. Silence, puis... Tu bluffes, bavoua la voix. Crois-tu en Dieu ? Pas réellement, et on peut pas dire que Dieu me soit d'un grand secours. Et au diable, dis-moi si tu crois au diable. Pas plus qu'à Dieu. Tu devrais pourtant. Au fait, tu veux que je te parle de ta femme ? De ta pute de femme ? Si ça peut te rassurer, elle est en vie. Mais je crois que si je te racontais ce que je lui fais, tu préférerais qu'elle soit morte. Je fus incapable de dire si j'éprouvais de la peine ou du soulagement.
Je le savais, j'avais toujours su que Suzanne se trouvait encore en vie, mais l'annonce qu'il me fit eut le même effet qu'un poignard planté depuis longtemps dans la chair et tourné pour agrandir la plaie. La voix reprit, une octave plus basse. « Je te trouve bien silencieux d'un coup. Tu ne veux pas savoir pour ta femme ?»« Non, je suis pas sûr. »« Eh bien, je vais te raconter un peu. Je la viole tous les jours. Un peu réticente au début, mais maintenant ça va mieux, beaucoup mieux. Tu ne peux pas savoir combien les gens sont conciliants pour peu qu'on leur fasse mal. »« Espèce de fumier, je te tuerai !» Long, très long rire. « Mais la mort ne représente rien. Crois-tu que ma mort ramènera à la vie toutes celles qui sont passées entre mes mains ? As-tu pu imaginer une seule seconde ce qu'ont enduré ces femmes ? Et tu crois que ma mort pourra rattraper tout ça ? Tu es impuissant, vous l'êtes tous. Tu ne peux rien contre moi, absolument rien. Et maintenant, je vais aller m'envoyer ta pute. Après, j'aviserai. Je finirai peut-être par m'en débarrasser. Elle me monopolise un peu trop de temps. Mais ne t'inquiète pas, avant qu'elle meure, je lui pardonnerai. Plus rien. Je m'écrasai dans le vieux fauteuil, rembobinai le dictaphone et repassai la bande, encore et encore. Suzanne vivante, survivante. Je fis tout pour penser à autre chose, pour ne pas imaginer les terribles châtiments qu'il lui infligeait quotidiennement. Je la viole tous les jours. Puis vinrent à nouveau à moi ces odeurs d'eau croupissante, ces images vertes de marécage brouillées par l'éblouissement des ailes de moustiques. Ta pute de femme! J'avais l'impression que ma tête gonflait de l'intérieur, que ma cervelle allait presser les os du crâne jusqu'à tout faire exploser. Je m'imprégnais de chacune des phrases qu'il avait prononcées. Je crois que si je te disais ce que je lui fais, tu préférerais qu'elle soit morte. Je sortis mon Glock de son holter, le tournai contre moi une première fois pour ressentir l'effet d'un canon sur ma tempe, puis le dirigeai vers le sol. Je recommençai avec cette fois le doigt sur la gâchette et le cran de sécurité défait. Je m'apprêtais à appuyer. Il manquait quoi ? Une impulsion nerveuse ? Un ordre du cerveau ? Je guettai l'ordre. Je le sentis se bloquer quelque part en moi, sans définir précisément où. Dans le bas de la poitrine ? Dans la gorge ? Au cœur ? Où ? Je vis mon doigt remuer, faiblement, mais il manquait l'influx nécessaire. Lentement, je posai l'arme sur le sol, à mes pieds, et me mis à attendre l'instant où mon corps tout entier se braquait contre moi, jusqu'à ce que j'accomplisse le geste fatal. Mais ce moment ne vint pas, et la vie s'offrit à nouveau à moi, victorieuse, horrible à regarder. Je haïssais le monde. Quelques minutes plus tard, Leclerc débarqua dans mon bureau et m'arracha le dictaphone des mains. Je le vis rappliquer rue Greneta à 22h35. Le type au faux permis, celui qui m'avait filé alors que Cybersky se faisait démolir le portrait. Il portait un sac à dos, un pull à col roulé et un pantalon de flanelle avec des souliers vernis. Les pinceaux lumineux des lampadaires découpaient les traits de son visage en froissure de papier, mais je le reconnus à sa coupe de cheveux, ou plutôt à l'absence de sa coupe, puisqu'il avait rassemblé ses longs cheveux vers l'arrière avec un nez élastique, comme sur la photo du permis de conduire. À ce moment-là, rien ni personne n'aurait pu m'empêcher de lui tomber dessus, de lui envoyer un coup de crosse sur l'arrière du crâne et de le compresser dans le coffre de ma voiture. Donc, je m'exécutais puis démarrai en trombe, pneus crissants, et l'emmenai au fond du parking souterrain de mon immeuble. Je l'arrachai du coffre par sa queue de cheval, et lorsqu'il hurla de douleur, lui allongeai mon poing sur le nez. Je le projetai contre le mur, et le choc entre sa colonne vertébrale et le béton le cloua au sol. Le faisceau de ma lampe fit luire le sang qui perlait de ses narines et venait mourir sur ses lèvres. Mais qui êtes-vous ? Pourquoi tu m'as suivi hier ? Il frotta la généreuse coulée sanguine avec la manche de son pull vert. Vous êtes cinglé, je vous connais pas. Je lui envoyai un revers de main dont l'écho rappela un claquement de pétard. Arrêtez, je vous préviens, je suis avocat. Vous allez avoir de gros problèmes. T'es avocat, fils de pute. Je pressai le canon de mon bloc contre sa tempe tout en lui serrant la gorge jusqu'à l'empêcher de respirer. Un râle fade s'évada de sa bouche. « Tu parles ou je t'explose ! Parle !»« Je sais rien, c'est la vérité. Arrêtez, je vous en prie, on m'a juste demandé de vous suivre. »« Qui ?» Il gloussait, le sang n'arrêtait plus de pisser. Un fleuve. « Mais je n'en sais rien, je vous le jure. Ce sont eux qui prennent contact avec moi à chaque fois, je les ai jamais vus. »« Qui ça, eux, à couche ?»« Les maîtres du groupe, ceux qui ordonnent, ceux qui organisent. »« J'attends. » Mais je suis qu'un initié, ils m'ont accepté dans leur société parce que je fréquente depuis plusieurs années les milieux SM. Avec un penchant particulier pour la douleur, n'est-ce pas, fumier ?
L'intensité du rayon lumineux le contraignit à tourner la tête. Oui, oui, mais il n'y a rien de mal, les femmes sont consentantes, nous le sommes tous. Et tuer des animaux, torturer des prostituées ou des clochards et leur filer du pognon pour qu'ils la ferment, t'appelles ça comment? Je suis pas au courant. Quand il constata la hargne avec laquelle je brandissais le bras, il lâcha prise. Je n'ai assisté qu'une fois à ce genre de réunion, il y a un mois. Ça s'est déroulé dans un centre de vacances, fermé, en pleine forêt d'Olin, dans le nord de la France, à 200 km d'ici. Ils avaient ramené un vagabond, un pauvre type, une épave ramassée quelque part, prête à tout pour gagner du fric. Le rendez-vous était fixé dans les bois, en pleine nuit. Nous nous connaissons quasiment pas les uns les autres. Nous restons toujours masqués, seuls certains prennent la parole. Je n'ai fait qu'assister, pitié, laissez-moi partir. Qu'est-ce que vous avez fait? Il se mit à gémir. Mais réponds! Ils l'ont sédaté pour le calmer, puis ils l'ont sanglé à une table. Ils lui ont administré un anesthésique local au niveau de la gorge pour l'empêcher de crier ou d'émettre des sons. Puis ils ont commencé à lui entailler la chair. Il doit y avoir des médecins, des chirurgiens, des infirmiers dans le groupe. Ce n'est pas possible autrement. Ils avaient tout le matériel, les médicaments pour éviter les saignements. Chaque fois qu'ils entaillaient, ils recousaient derrière, à vif. Le clochard hurlait, mais rien ne pouvait sortir de sa bouche. « Et tu as joué, espèce d'enculé, hein? Raconte, tu t'es branlé hein, pendant ce type de torture. »« Non, non !» Je lui envoyai un coup de semelle dans le thorax. Sa respiration se bloqua longtemps. Une messe de Pâques, et il finit par bleuir de façon inquiétante. Je le décollai de terre et lui frappai dans le dos du plat de la main. Son torse se gonfla soudain, comme si d'un coup il avait aspiré l'atmosphère tout entière. Il cracha à s'arracher des morceaux de larynx avant de reprendre un teint de circonstance. Vous êtes un taille !» s'étrangla-t-il. « Pourquoi tu fais ça? J'ai besoin de comprendre. Explique. Vous allez encore me frapper si je vous dis la vérité. Si tu mens, ce sera pire. Sois sincère et j'aviserai. » Il ouvrait ses mains sur sa poitrine comme s'il venait de disputer un 100 mètres et cherchait à récupérer. « Vous voulez la vérité? L'être humain a besoin de zones d'ombre pour développer sa vie intérieure. C'est comme ça. Toutes les sociétés, quelle que soit l'époque, ont sécrété dans leurs franges des confréries, des ordres, des associations. Nous, attela-t-il, cherchons tous le diable. Nous éprouvons tous une attirance pour le mystère, le surnaturel, bien au-delà des raisons ou de la matière. Vous croyez que je pourrais me satisfaire de ma robe de pauvre avocat minable? Métro, boulot, dodo? Non, bien sûr que non. Nous vivons dans un monde de faux semblants, tout n'est qu'illusion. Oui, je prends mon pied à infliger de la douleur à mes semblables. Oui, je ne vis que quand je me tiens au sein de la confrérie. Oui, j'aime le vice, le mal, tout ce qui peut blesser et heurter le commun des mortels, et rien ni personne ne pourra bouleverser l'ordre des choses. Je perdis les forces qui m'animaient, qui entretenaient ma soif de vengeance, ma haine et mon envie de sauver ce qui pouvait l'être. Combien était-il tapis derrière les apparences de Monsieur Tout-le-Monde, à prôner le mal, à encourager la déchéance? Comment te contacte-t-il? Je reçois dans ma boîte aux lettres électroniques des adresses de sites sur lesquels je me connecte avec un identifiant et un mot de passe qu'ils me donnent. Là, ils me disent ce que je dois faire et quand. Ils fixent les rendez-vous, dirigent tout. Ils sont hors d'atteinte. Lorsqu'il y a des soirées, nous sommes toujours en comité restreint, une quinzaine de personnes maximum. C'est par mail qu'ils m'ont ordonné de vous suivre, de vous surveiller, c'est tout. Je leur ai renvoyé les informations par Internet sur une boîte aux lettres qui change d'adresse presque tous les jours. Mon rôle vous concernant s'arrêtait là, je devais vous suivre, juste vous suivre. Et les deux types qui ont agressé mon collègue? Ses yeux s'écarquillèrent. Personne n'a agressé votre collègue. Ne te fous pas de ma gueule. Je vous le jure, je n'étais pas au courant. Je me penchai sur lui et chiffonnai son col de pull-over. Maintenant tu vas m'écouter, avocat de mes deux. Je vais te laisser rentrer chez toi bien tranquillement. Si je te vois encore traîner dans les parages, je te tue. Je fouillai dans la poche arrière de son pantalon et m'emparai de sa carte d'identité. J'ai ton adresse. S'il essaie de te contacter, tu as intérêt à me prévenir. Je pense que tu sais où j'habite. Si je n'ai pas de tes nouvelles sous 10 jours, je viendrai te rendre une petite visite que tu ne risqueras pas d'oublier. Continue à faire ce qu'il t'ordonne, mais tiens-moi informé. Si tu bluffes, si tu essaies de m'arnaquer, t'es mort. J'ai déjà trop perdu dans l'histoire et je ne suis plus à un cadavre près. As-tu bien compris le message ou il faut que je répète? Non, je vous raconterai tout ce que vous voudrez. Casse-toi. Il disparut plus vite qu'une étoile filante. Je notai intérieurement qu'il faudrait dès le lendemain placer une équipe de surveillance chez lui. Je remontai d'un pas de pénitent jusqu'à mon appartement. Devant la porte fermée de Doudou Camélia, l'odeur des acras de morue avait fini par s'estomper et je sentis, comme pour la première fois, une immense vague de vide et de solitude se briser sur mon âme. Je piochai une bouteille de whisky.
Du Chivas, 15 ans d'âge, derrière le petit bar en rotin, il m'expédiait un premier verre bien serré sans même réellement apprécier le goût antique des terres vieillies. Je renouvelai l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que mes pensées prissent en vol autour de moi comme des mouettes qui chahutaient au vent. D'étranges formes s'esquissaient dans ma tête, des ombres indéfinissables, des silhouettes difformes, diaboliques, recroquevillées sur elles-mêmes dans un coin de mon esprit. J'essayais de songer à des choses belles, mais n'y arrivais pas, comme si la beauté elle-même avait revêtu le visage de la mort. Je voyais ces filles qui déclenchaient le vice en s'exhibant sur Internet. Je me rappelais la cassette des Torpinelli chez Pripet, Viol pour 4, et ces listes infinies de sites pédophiles crachés par les imprimantes de Serpetti. Je savais que le mal se déployait sur le monde dans une gigantesque marée noire. Poupette, la capricieuse, refusa sa promenade nocturne. Ce soir, plus que jamais, il me fallait son réconfort, son doux chant enjoué, l'alchimie secrète de son parfum. J'eus beau m'acharner sur la manette, les essieux ne bronchèrent pas. Nouvelle gorgée d'alcool, plus généreuse. Non, je refusais la solitude cette nuit. J'appelais Elisabeth, tombais sur le répondeur et téléphonais ensuite chez Thomas. Encore un répondeur. Sûrement était-il occupé avec son ami Enya. Je finis par m'endormir, ivre, loin, très loin de ce que j'avais un jour été, un commissaire de police respectable qui aimait son métier. C'est la fin de notre lecture de ces 2 chapitres du coup, où le premier était un peu court, donc 2 chapitres d'un coup, et d'ailleurs on a bien fait parce qu'il était très intéressant ce chapitre, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on en commence à en apprendre un peu plus, et je pense qu'on va voir là bientôt la révélation, en tout cas on arrive bientôt à la fin du bouquin, il ne reste plus beaucoup de chapitres, on arrive à environ 3/4 du livre, donc voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et merci de l'avoir regardé, de partager la vidéo également. C'est super gentil, on prend des abonnés petit à petit. Ce n'est pas ces lectures qui font beaucoup de vues, mais écoutez, pourquoi pas, ça touche un autre public. Il y a toujours une 30aine à 40 de personnes régulièrement qui écoutent cette lecture et qui veulent savoir la fin de ce livre. Donc c'est super cool et n'hésitez pas à mettre un like. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, si tel est le cas. Et je vous dis à bientôt.